On va passer maintenant à la seconde présentation, celle de Laurence Jacob-Reyes, du combat au Yangsheng, symbolique de la force et réorientation des valeurs martiales au XXe siècle. Merci Sébastien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier très chaleureusement les organisateurs de cette journée, à savoir Georges Favreau, Catherine Despeux et Didjeux, ainsi que toute l'équipe du musée du Quai Branly Jacques Chirac, de nous avoir offert la possibilité de nous réunir aujourd'hui, qui plus est dans cette très belle salle baptisée Claude Lévi-Strauss. Donc, je souhaitais commencer ma présentation en faisant un bref retour, très synthétique et donc forcément incomplet, sur cette notion du wu en chinois, que l'on pourrait aussi désigner en français par martialité. C'est en effet un objet difficile à saisir et à définir dans la mesure où la martialité est très fluctuante dans les mondes chinois historiques et actuels et prend forme de manière plurielle au travers de pratiques qui, à première vue, n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Plusieurs travaux ont mis en évidence cette complexité dans différents contextes et époques, et en particulier ceux qui sont présentés aujourd'hui, et grâce auxquels nous allons, j'espère, être en mesure de mieux comprendre ce qu'il y a derrière ce caractère wu et quelles sont les éventuelles passerelles que nous pouvons ériger entre nos objets d'étude pour réfléchir sur les différentes manières à travers lesquelles la martialité peut s'exprimer. La martialité dont il est question dans ma présentation est surtout connue pour être symbolisée ou figurée dans les pratiques stylisées, incluant des formes d'autodéfense sportives, artistiques et hygiéniques. Ces pratiques ont été d'ailleurs standardisées à partir du milieu du XXe siècle environ et ont été désignées sous le terme générique de wushu, art martial, auquel je préfère d'ailleurs le terme de quanshu, art de la boxe, puisque c'est principalement cette appellation qui était employée avant ces processus de standardisation. Avant le XXe siècle, ces pratiques martiales se sont diffusées sous l'initiative de marchands, d'intellectuels et d'hommes d'État, parfois proches de sociétés secrètes, mais aussi de moines, de généraux militaires, ainsi qu'au travers d'activités diversifiées par des communautés rurales, comme la chasse, les rituels locaux et la sécurité des villages. La martialité chinoise s'exprime ainsi au travers de formes diversifiées, et son développement est lié à de complexes processus de va-et-vient entre le militaire, le civil et le religieux. Mais la religion est dans ce contexte tout aussi difficile à définir. Et pour citer Marcel Granet, la religion n'est pas en Chine une fonction différenciée de l'activité sociale. Et on pourrait également citer Christopher Schipper qui soulignait que dans la vie courante, l'activité religieuse n'a pas de nom ou de statut particulier. Ceci étant dit, et sans ignorer les complexités contextuelles propres à chaque région, nous pouvons dire que les pratiques martiales se sont beaucoup diffusées à travers trois grands courants que sont le bouddhisme, le taoïsme et l'islam. Ces trois courants ont joué ainsi un rôle important dans la transmission des pratiques martiales au sein du milieu populaire, le minjian, et laïque. Par la suite, certains groupes laïques ont façonné des pratiques au contenu mélangé que se réapproprieront les courants religieux, rendant de fait difficile l'attribution d'un statut fondateur d'un art originel à un groupe particulier. Les provinces de la Chine du Nord, notamment Henan, Shanxi, Hebei et Hubei, constituent alors aux alentours du XVIe siècle un espace où éclosent plusieurs styles sans précédent. Représentés par des écoles lignagères, ces styles resteront orthodoxes ou seront syncrétiques ou évolutifs à différents degrés et se diviseront en lignées familiales, claniques et régionales au fur et à mesure des changements dans la successivité générationnelle et selon les catégories socio-professionnelles au sein desquelles ils se transmettent. Je propose à présent d'entrer dans le vif de mon sujet et pour ce faire, il m'a semblé important de revenir brièvement sur le développement de l'une de ces divisions lignagères, qui est le Xing Yi Quan, la boxe de la forme et de l'intention, et son développement à l'époque républicaine de 1912 à 1949. Car en effet, déjà à cette période, on observe des projets menés par des maîtres et des personnalités intellectuelles et politiques visant à rapprocher le martial d'une pratique religieuse nationalisée qui servira justement à substituer aux valeurs du combat celles de pratiques curatives provenant de l'alchimie interne taoïque. Les nationalistes ont en effet joué un rôle central dans la diffusion d'une martialité religieuse, si l'on peut l'appeler ainsi, en particulier à travers la catégorie de la boxe interne, Neijia Quan,
ce qui a aidé à l'accessibilité de ces savoirs à une part large de la société chinoise. Le xingyi se présente à cette période comme une voie spirituelle et hygiénique à succès, grâce aux marchands d'ailleurs, qui ont beaucoup participé à sa diffusion, mais aussi comme un des porte-drapeaux du projet nationaliste. Il faut noter que la préoccupation des nationalistes à cette époque était de promouvoir un art martial qui soit national, le guoshu, c'est-à-dire qui soit proprement chinois dans son origine et sa composition conceptuelle. L'idée des nationalistes était, pour dire les choses rapidement, de promouvoir des pratiques martiales qui, d'une part, ne seraient plus seulement accessibles qu'aux hommes d'armes ou par le biais d'une initiation longue et confidentielle, mais accessibles à tous, aux femmes, aux hommes, âgés ou non, aux enfants, aux personnes malades, etc. Et ce, sur la base du slogan « Jiangguo Jiangshen », une nation forte, des corps forts. Pour ce faire, il y avait plusieurs canaux, mais on citera surtout à partir de 1912 la voie de systèmes associatifs privés, mais officiellement reconnus et soutenus par l'État, comme l'Alliance des guerriers de Chine à Tianjin, la Tianjin Zhonghua Wushihui, ou à partir de 1928 avec des centres d'apprentissage publics fondés par les nationalistes comme l'Académie des arts nationaux, le Guoshuguan. Sur le plan du religieux, le taoïsme a aussi servi de véhicule au martial et inversement. Les pratiques hygiéniques et curatives du taoïsme, que l'on regroupe génériquement sous le terme de Yangsheng, qu'on pourrait traduire par nourrir la vie, ou le principe vital, existaient évidemment bien avant le XXe siècle dans les pratiques martiales. Mais elles prennent une ampleur a priori sans précédent à partir du début du XXe siècle, où la boxe interne, donc le Neijiaquan, soutenu par le gouvernement nationaliste, se présente comme le véhicule d'une spiritualité proprement chinoise, avec l'idée de mettre en avant le fait que les pratiques martiales de Chine n'ont pas besoin de l'apport d'une religion étrangère pour se constituer une dimension religieuse. C'est en partie grâce aux pratiques curatives que la boxe interne parvient à se diffuser avec succès ou un certain succès auprès de civils peu ou pas concernés par la guerre ni par les métiers de la sécurité. Car il faut rappeler que le xingyi était surtout la pratique des escorteurs de marchands ou des militaires. L'objectif d'efficacité au combat pour des personnes dont ce n'est pas la préoccupation s'en trouve ainsi réajusté en valorisant une expression spirituelle de la martialité, et la notion de force, li en chinois, commence à jouer un rôle symbolique fort dans ce processus, au sein duquel le yiquan va s'inscrire pour se constituer en un style normé et reconnu. Donc le yiquan, la boxe de l'intention, est une boxe relativement récente puisqu'elle a été formellement élaborée à partir des années 1940 à Pékin. On a des traces de l'existence du yiquan déjà dans les années 1920, mais il s'agissait à cette époque de sa forme ancienne qui n'était pas tout à fait aboutie et qui reprenait surtout le système de la boxe Xing-Yiquan dont elle est en partie issue. Le yiquan s'élabore essentiellement autour d'un exercice qui a longtemps été réservé à un nombre restreint d'initiés dans la pratique du xingyi, mais aussi dans d'autres boxes, qui s'appelle le zhanzhuang et que l'on peut traduire par se tenir debout comme un pieu, comme un pilier. Pour résumer, c'est un exercice postural debout, donc en isométrie, c'est-à-dire en alternant contraction et relâchement des muscles profonds pour générer des micro-mouvements sans que cela ne fasse bouger les segments osseux. Mais là, c'est surtout le travail de l'intention qui nous intéresse ici, car il consiste en de puissants exercices de visualisation de différentes intensités en fonction du résultat recherché. Par exemple, pour ce qui est de la formation au combat, la visualisation induit une stimulation nerveuse qui est supposée améliorer la réactivité du corps. Pour cela, le pratiquant va s'imaginer vivre différentes situations où il est menacé ou en danger, générant un stress émotionnel fort qu'il va progressivement contrôler en s'imaginant dominer les situations ainsi imaginées. Le mécanisme va d'une intensité légère qui consiste à simplement imaginer que l'on exécute un mouvement sans le réaliser. Méthode notamment employée aujourd'hui par les préparateurs sportifs. À une intensité plus forte, où il est alors question de galvaniser les émotions de manière à provoquer des attitudes comme celle d'une férocité animale, d'un état colérique
ou encore, pour les plus extrêmes, la recherche d'un état second, c'est-à-dire un état de folie plus ou moins contrôlé en vue de se préparer au combat. Je mets le combat entre guillemets parce que ce que nous traduisons par combat à cette époque, le didi en chinois, c'est-à-dire littéralement les techniques pour attaquer, ne doit pas être confondu avec des formes sportives des pratiques de combat de type lutte, boxe, combat libre, etc., que nous connaissons mieux aujourd'hui. Mais ce qui est désigné ici par combat renvoie généralement à deux formes d'opposition. La première forme, la plus répandue, est, disons, conforme aux conventions sociales propres aux communautés de pratiquants et se présente comme une opposition ritualisée entre deux personnes, à la manière d'un duel codifié et maîtrisé où chacun sait, de façon tacite, quelle est la limite à ne pas franchir. La deuxième forme, moins fréquente, mais qui existait néanmoins, pouvait être un engagement non encadré entre une, voire plusieurs personnes, où l'objectif est clairement la domination par tous les moyens possibles, parfois en faisant usage d'armes diverses, voire de méthodes sournoises. L'exemple le plus concret sont les conflits interclaniques, les rivalités entre écoles, ou encore les duels libres sur signature de contrats à mort, qui ont bien évidemment disparu à partir de 1949. Les attitudes martiales que j'ai décrites précédemment, bien que fondamentales à la fois dans le Xingyi et le Yiquan, seront progressivement considérées par une partie des pratiquants comme délétères pour la santé, car elles peuvent mener à des symptômes décrits comme de la psychasthénie. Toutefois, cette méthode de travail postural commence à s'enseigner publiquement à partir des années 1920 par plusieurs maîtres, et en particulier Wang Xiangzhai, le fondateur du Yiquan. Cela dit, Wang Xiangzhai, qui avait le soutien de personnalités influentes dans le milieu politique, militaire, intellectuel, médical et journalistique, s'est rapidement placé comme un acteur important dans la promotion des valeurs martiales autour de la symbolique de la force. Il fait le pari que sa méthode, axée sur l'affinage, entre guillemets, de différentes qualités de force générées par un travail de l'intention précis et scientifique, comme il l'appelle, creusué, servira autant pour le martial que pour la dimension spirituelle et sanitaire. Wang fait en effet deux observations à partir des années 1920. Premièrement, pour lui, la transmission confidentielle des pratiques martiales renforce les croyances superstitieuses et les déviances qui sont à l'origine d'une perdition des valeurs de combat qui sont de plus en plus délétères pour la santé. Deuxièmement, il pense que cette perdition entraîne d'une part une mécompréhension de l'usage de la force dans le combat et une ignorance de ses différentes applications dans une démarche hygiénique et sanitaire. La méthode de Wang Xiangzhai tourne ainsi autour de la notion de force, délaissant presque la forme, puisqu'il s'intéressera moins à la technique par laquelle elle peut s'exprimer que par l'intention qui la génère. Autrement dit, pour Wang, la force n'a qu'une seule nature, mais plusieurs manières de s'exprimer selon les objectifs, que l'on veuille se former au combat ou renforcer sa santé. Et c'est d'abord ce changement de paradigme qui va marquer un tournant important dans l'émergence de pratiques de santé. Car il faut rappeler que ces valeurs s'incarnent dans une logique sociale bien précise relative à une ligne politique républicaine qui compte sur la boxe moins pour former la société au combat que pour renforcer les corps. Mais ces valeurs martiales vont néanmoins devoir radicalement changer d'orientation à partir de la fin des années 1940, au moment où la Chine passe d'un gouvernement républicain à communiste. En effet, à partir de 1949, et ce tout au long de la période maoïste jusqu'en 1976, toute pratique qui réunit des personnes autour de l'idée de combat est interdite. Seuls les arts martiaux pratiqués comme gymnastique ou exercice curatif sont, dans une certaine mesure, tolérés ou encadrés directement par l'État. Les pratiquants de Yiquan, qui jouissaient d'une réputation plutôt honorable quelques années auparavant, ne sont soudainement plus vus d'un bon œil par le pouvoir, et le Yiquan est associé à une boxe de voyous, Liu Mangquan, à partir des années 1960-1970, et notamment parce que les pratiquants sont accusés de provoquer des bagarres avec les autres écoles. Zhao Daoxin, par exemple,
a été l'un des grands défenseurs des pratiques de combat du milieu du XXe siècle, car il estimait que pour qu'une boxe conserve son authenticité, il fallait que ses transmetteurs accordent au combat une place plus importante que celle du yangsheng, donc de la santé. Zhao Daoxin a d'ailleurs laissé un témoignage très précieux dans lequel il précise que pendant la période maoïste, toute personne qui était ne serait-ce qu'en train de discuter de combat était considérée comme un criminel. Un de mes proches informateurs, qui a brièvement connu Wang Xiangzhai peu avant qu'il meure, me confiait que si la dimension curative est si importante aujourd'hui dans la pratique du Yiquan, c'est qu'il y a eu une rupture nette dans l'orientation des valeurs sociales liée au fait que le combat ne devait plus être enseigné publiquement, je précise publiquement, à partir des années 1950, car il n'était tout simplement plus au service du peuple. Le combat est donc à cette époque l'inverse de la valeur sociale qu'il incarnait en Chine républicaine. C'est une pratique dissidente, mais que ses dépositaires cherchent néanmoins à conserver sous une forme ou sous une autre, pour être en mesure de la perpétuer sans qu'elle ne perde complètement toute sa cohérence sociale. C'est à ce moment précis que seront mis en avant toute une série d'exercices posturaux pour la santé et que seront redéfinis les objectifs de la boxe, de manière à ce que la pratique de la force pour le combat soit conservée et transmise symboliquement sans qu'elle ne suscite la méfiance des autorités. Le discours dans la transmission de l'art martial change ainsi de manière radicale. Le terme yangsheng est désormais ce qui doit, du moins officiellement, dominer dans la boxe, et le terme de combat, Jidi, qui dans son étymologie n'implique que la notion d'attaque, est remplacé par le terme autodéfense, Zewei, considéré comme plus acceptable en société. Donc en conclusion, on assiste dans les années 1980 à un retour du combat dans les pratiques martiales populaires, car il est de nouveau autorisé, mais pas de manière privée, et sera donc sportivisé et standardisé par les structures fédérales au travers du Sanda, la boxe pied-point chinoise qui inclut notamment des techniques de lutte traditionnelles. Le Yiquan tentera de s'imposer dans les organisations sportives de compétition en combat, le plus souvent en vain, moins pour des raisons techniques en fait que pour des problèmes d'organisation structurelle des entraînements au sein des groupes. C'est donc la notion initiale de la force, élaborée par Wang Xiangzhai, qui sera surtout mise en avant autour des exercices de santé, lesquels sont présentés comme des étapes à la fois préliminaires et ultimes. Et le Yiquan se constitue en un style reconnu autour d'une valeur sociale dominante dans les pratiques du corps en Chine, qui est celle du jiankran, littéralement se forger un corps en bonne santé. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation, malgré ses raccourcis et ses imprécisions, permettra d'ouvrir quelques pistes pour la discussion sur ce que nous appelons la culture martiale, et en particulier en regard des politiques culturelles en cours qui vont de projets de patrimonialisation et de valorisation des pratiques martiales en Chine aux dynamiques de diffusion des pratiques martiales aussi en dehors de Chine et en France notamment. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre attention.